Marée humaine ce dimanche à Paris, plus de 2 millions de personnes ont rendu hommage aux victimes des tueries de cette semaine. Le président Faure Gnassingbé y a pris part aux côtés de ses pairs du monde entier. À Lomé, l'opération de soins médicaux gratuits organisée par l'école du service de santé des armées se poursuit. De nombreux patients sont traités, opérés et pris en charge gratuitement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État est à Paris. Il a pris part cet après-midi à la grande marche organisée pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes de cette semaine. En plus du message qu'il a adressé à son homologue français François Hollande dès l'annonce du triste et macabre événement, solidarité est réitérée à l'ambassadeur de France au Togo qui a été reçu au palais de la présidence de la République à Lomé. Faure Gnassingbé s'est rendu en personne dans la capitale française pour témoigner une fois de plus la compassion du peuple togolais à tous les Français. Le Togo et la France sont liés par diverses formes de coopération relatives dans le cas d'espèce à la lutte contre le terrorisme. Lomé et Paris ont engagé par exemple des troupes dans le nord du Mali, envahi il y a quelques années par des djihadistes. Le président Faure a donc pris part à cette manifestation aux côtés d'autres dirigeants du monde, dont des Africains comme Macky Sall du Sénégal, Yahi Boni du Bénin, Mahamadou Issoufou du Niger, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Ali Bongo Ondimba du Gabon. Voilà, vous suivez là l'accolade entre le chef de l'État et le président français. Paris était donc la capitale du monde ce dimanche. Une marée humaine s'est déferlée dans les rues pour condamner l'attaque du journal Charlie Hebdo et les prises d'otages sanglantes qui ont suivi. Cette marche, simple et symbolique au départ, a pris l'allure d'une apothéose avec la participation de hautes personnalités venues du monde entier. Toutes les divergences du monde se sont tues un instant pour faire front commun avec la France. Bras dessus, bras dessous, chefs d'État, de gouvernement, français ou non français, juifs, chrétiens, musulmans ou athées, ont réitéré dans la rue de Paris le principe du droit des peuples à disposer de la liberté de pensée, de religion et d'expression. Unis pour faire front commun contre le terrorisme. François Hollande, entouré d'Angela Merkel, Benjamin Netanyahou, Mahmoud Abbas ou encore David Cameron, sous les applaudissements de la foule. C'est la première fois depuis 1990 qu'un président se rend à une manifestation. La première fois également qu'il est entouré des dirigeants du monde entier pour une marche et 7 minutes de silence dans les rues de Paris. Un peu plus tôt, ces 50 chefs d'État et de gouvernement étaient arrivés ensemble dans un même car sous escorte, dispositif diplomatique et logistique exceptionnel. Le président français avait lui-même invité toutes ces personnalités qu'il a accueillies une à une sur le perron de l'Élysée. Image symbolique. Présence historique du Premier ministre israélien et du président de l'autorité palestinienne, du couple royal jordanien et du président malien, ou encore des chefs de gouvernement turcs, espagnols, italiens, grecs. La France a été toujours un phare de la liberté pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous nous rallions autour de la France. Nous sommes une chose avec les Français. Nous pensons la même chose, la liberté. Dans les rues de Paris, c'est un moment d'intense émotion que raconte David Cameron. Ce que je n'oublierai pas, c'était ces affiches aux fenêtres. Pas les drapeaux, non, mais des gens avec des affiches qui disaient « Je suis Charlie, je suis un flic, je suis juif ». Une façon de s'identifier aux victimes et de dire « C'est ça la France, une démocratie incroyablement fière de sa liberté de parole, de sa constitution, de ses valeurs européennes qui nous sont chères ». Des dirigeants internationaux émus par cette marche républicaine, mais qui souhaitent aussi qu'elle aboutisse à des décisions politiques concrètes. Le défi contre le terrorisme sera gagné par une Europe qui sera une Europe politique. Pas seulement l'Europe de l'économie, l'Europe de l'austérité, de la croissance, de l'investissement. Bon, c'est très important cette discussion. Mais la chose la plus importante, c'est l'Europe des valeurs, l'Europe de la culture, l'Europe des idéaux. Pour ces raisons, nous sommes ici. Une journée lourde de symboles pour le président de la République et pour la diplomatie internationale. Il y a eu également des blessés dans cette vague d'attentats, surtout des policiers. Certains s'en remettent peu à peu. D'autres sont dans un état critique. Tout est mis en œuvre pour leur prodiguer des soins adéquats.
Pendant ce temps, à Lomé, les médecins militaires de l'école du service de santé des armées poursuivent leur campagne de soins gratuits au profit des populations. Certains patients ont même été opérés. Ceux qui se sont sentis soulagés ont été libérés. Ils étaient arrivés dans un état de souffrance, parfois désespérés de leur mal. 3 jours de traitement et ces patients regagnent leur maison soulagés grâce à cette opération gratuite de consultation des médecins militaires de l'ISAL. Je suis fier de rendre la maison par rapport au temps que je suis arrivé ici. J'avais une tâche au niveau de l'air. C'est une chance que les forces armées togolaises ont dit qu'ils vont faire ça au niveau de camp ici. Et on s'est présenté. Je remercie les utilisateurs vraiment, parce que je me sens à l'aise. En ces premiers jours d'activité, le site du Camphire a connu une affluence de patients souffrant de diverses pathologies. Il s'agit essentiellement des nodules du sein, des hernies, des hydrocèles et des lipos. Ils sont totalement guéris et on a prévu de les revoir en consultation. Quand il s'agit des yeux, chacun a envie de venir voir est-ce que mes yeux voient bien. C'est pour ça qu'on est débordé par les maladies de tout genre des yeux qui au fait ne sont pas des maladies gravissimes pouvant entraîner la perte de la vue. À partir de demain, nous allons commencer par nous focaliser sur les pathologies opératoires de l'œil, les cataractes et les ptérygions. Donc nous invitons la population à se mobiliser, ceux qui ont la cataracte, ceux qui ont des problèmes de vue, pour qu'on puisse diagnostiquer si c'est une pathologie opératoire, nous allons pouvoir les identifier et les opérer. Le contrôle des patients traités se fera sur une période de mois à l'infirmerie du Camphire pour s'assurer de l'amélioration de leur état de santé. Les consultations prennent fin le 15 janvier prochain. L'école de formation des officiers des forces armées togolaises, Ifofat Pia, a un nouveau chef. Il s'agit du lieutenant-colonel Pacha Yodi. Il a été établi dans ses fonctions lors d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises, Nestor Mouzou. Le commandement change de main à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de Pia. Désormais, le FOFAT sera dirigé par le lieutenant-colonel Pacha Yodi, en remplacement du lieutenant-colonel Bonifemi Drangol, devenu chef du 4e régiment inter-armes de Nikourma. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises a présidé la cérémonie de passation de commandement. Officiers, sous-officiers et militaires durant l'école de formation des forces armées togolaises, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Yodi Pacha, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Le lieutenant-colonel Pacha Yodi est le 10e à prendre les commandes de l'EFOFAT de Pia. Il est nanti d'un certificat d'expert de la défense en management, commandement et stratégie et d'un brevet d'études militaires supérieures obtenu en 2011 à l'école de guerre de Paris. Avant d'être nommé à l'EFOFAT, il était à la tête du RBRA, régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Direction le Vaud, les populations ont célébré samedi à Pézan, fête annuelle de retrouvailles et d'action de grâce à Dieu. L'Amie du développement à la base y était. Elle a invité les populations à adhérer au Fonds national de la finance inclusive pour combattre la pauvreté et à participer massivement aux opérations de révision des listes électorales qui démarrent bientôt. À Pézan, édition 2015, une fête de retrouvailles entre fils et filles de Vopolou. Objectif, renouer avec leur identité culturelle dans un esprit de solidarité, d'union et de paix pour le développement du milieu. Donc c'est une fête de retrouvailles pour rendre grâce, remercier Dieu et toutes les manes des ancêtres pour nous avoir aidés toute une année durant, où on s'est tous retrouvés en bonne santé pour partager les fruits ensemble des travaux que nous avons tous pu réaliser dans l'année. Et nous avons
par exemple des activités de développement, nous avons demandé le gouvernement, le pouvoir de la place, nous a mis de l'électricité. Mais on est très fiers de ça parce que ça fait déjà 1 an et on ne pouvait pas faire la fête dans ces conditions. Et comme la fête est intimement liée aux questions de développement, la ministre Victoire Tomégan-Debé et les responsables locaux en ont fait une aubaine pour rappeler aux populations les critères d'obtention du Fonds national de la finance inclusive au profit de la localité. Les fonds manquaient, le financement manquait et donc les femmes s'adonnaient beaucoup plus au champ. Or, leur problème crucial, c'est surtout pendant la saison sèche. Elles manquaient cruellement d'activité. Donc, avec FNFI maintenant, leurs AGR a évolué. Elles ont développé leurs AGR et donc ça devient une activité de substitution. Après Vokonu, direction Papalakonu dans la même préfecture. Outre la sensibilisation sur le FNFI, les échanges ont porté sur les défis de l'heure. Et nous avons également saisi l'occasion pour sensibiliser la population sur les révisions des listes électorales qui vont démarrer très bientôt, expliquer ce que c'est un devoir civique pour tout citoyen. Et nous avons également sensibilisé les populations sur la nécessité de préserver la paix sociale qui est le gage de développement. Et nous avons également sensibilisé sur tout ce qui touche à la protection de l'environnement. Vous savez que dans nos zones, dans les localités, il y a beaucoup de feux de brousse qui causent beaucoup de dégâts. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous de partager la vision du chef de l'État, de sensibiliser sur ces questions de vie sociale et faire en sorte que chacun soit conscient des efforts que le gouvernement déploie pour le bien-être des populations. Et nous avons également saisi l'occasion pour inviter les fils et les filles du milieu à beaucoup plus d'union. Parce que c'est en étant unis qu'on est encore plus fort pour combattre l'immobilisme, combattre la pauvreté, mais également unis et forts pour aller encore plus loin. Mis sur pied en 2014, le FNFI a déjà positivement impacté plus de 300 000 personnes. Une initiative du chef de l'État qui va bientôt couvrir d'autres secteurs d'activité, notamment l'agriculture et l'entrepreneuriat des jeunes. Ces rencontres vont se poursuivre dans les autres cantons de la préfecture dans les prochains jours. Reportage de Medina Bacha. Même ambiance de fête dans la Soli. Les populations ont célébré Kamaka, fête des moissons. Le chef de l'État y a été représenté par la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Nestor Mouzou. La population d'Assoli venue avec sa fête Kamaka. Cette fête est l'expression de l'attachement du peuple d'Assoli à sa culture et à ses traditions. Kamaka est célébré à la fin des récoltes, en remerciement aux membres des ancêtres et à Dieu pour la moisson. La célébration de cette fête remonte à l'époque des rois Tém, à Bavilo. La fête de Kamaka, c'est le hamac. Le hamac est un instrument de transport du roi. Et le jour J comme aujourd'hui, on transporte à bras d'homme le chef, le roi. Et on le fait circuler de quartier en quartier afin qu'il constate l'état des moissons qui ont été faites. Si elles sont bonnes ou bien elles sont mauvaises. Et après, tout le monde se disperse pour continuer la fête dans les différents quartiers. Entre-temps, la célébration de Kamaka a été suspendue. Avec cette reprise, la fête a été placée sous le signe de l'union et de la réconciliation. À cette réunion de la population d'Assoli, le gouvernement s'est associé. La représentation chef de l'État s'est réunie du fait de la reprise de la célébration de la fête Kamaka dans le contexte de la réconciliation. En célébrant Kamaka, vous voulez vous rappeler les tournées qu'organisait le chef installé dans son hamac pour évaluer la situation des récoltes dans toute la communauté. Cette tradition séculaire s'est pérennisée
et symbolise aujourd'hui la sécurité alimentaire dans la préfecture d'Assoli. Il va donc sans dire que le souci des anciens, lorsqu'ils instituaient cette fête et en fixaient les règles, était de maintenir l'équilibre de la nature dans une cohabitation des milieux de tout conflit entre les différents membres de votre communauté. La réconciliation nationale prônée par le gouvernement depuis plusieurs années ne doit pas être perçue comme un simple concept ou l'évocation d'une abstraction sans emprise réelle sur nos réalités. Cette réconciliation doit d'abord se faire avec chacun, individuellement, s'étendre ensuite à toute notre communauté locale et se dupliquer à l'échelle de la nation tout entière. Le peuple d'Assoli a un folklore varié. Les échantillons ont tenu en haleine le public au cours de cette manifestation à côté de Kamaka édition 2015. Registre des réalisations en infrastructure routière du gouvernement togolais ces dernières années figurent les voies de contournement des monts Aledjo et des Falais. Ces routes ont été tracées pour alléger la tâche aux gros camions pour qui les anciennes voies constituaient de véritables dangers. Ces nouvelles infrastructures routières ont donc été ouvertes à la circulation. Nestor Mouzou y a fait un tour. Les tronçons des monts Aledjo et des Falais sur la route nationale numéro 1 sont reconnus comme des lieux d'accident par excellence. Souvent, les gros porteurs finissent leur voyage à ces endroits à cause des difficultés d'accès. Dans le souci de réduire ces accidents, le gouvernement a entrepris, à partir du dernier trimestre de 2010, la réalisation des voies de contournement. Depuis l'année dernière, les travaux ont été achevés et ces voies sont ouvertes à la circulation. Aledjo 1, 9 km, Aledjo 2, 9 km également, et des Falais 12 km présentent les mêmes caractéristiques techniques. En race campagne, ces trois voies présentent une chaussée de 7 mètres de large et 1 mètre d'accotement de part et d'autre. Mais à la traversée des agglomérations, la chaussée elle fait 9 mètres plus 2 mètres de trottoir de chaque côté. Et pour la structure, elle comprend 20 cm d'épaisseur pour la couche de fondation en latérite, en gravelure latéritique, et 20 cm en latérite traité au ciment et 5 cm de béton bituminé. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise chinoise des ponts et chaussées et ont coûté 51 milliards de francs CFA. La conduite est devenue moins pénible pour les camionneurs. Merci beaucoup, la route est très bonne. La route est très bonne. Très bonne, merci. C'est mieux que la descente là, Baflo, Abidjo, Kanto, c'est très bon. Alors c'est que le gouvernement togolais a fait pour nous. On peut parler, si on veut parler, ça va devenir notre map. Maintenant, moi comme ça, là, ici qui t'a nommé ce matin-là. Avant, si tu quittes à Lumé, tu vas trouver la ville est bloquée, à Baflo, le camion qui est tombé, à Kanto est bloqué, mais là, il n'y a plus ça. Donc, alors là, on est très à l'aise. On est tellement content, vraiment. C'est mieux, mais on trouve qu'il n'y a pas assez de parking. Surtout le contournement de Aledjo, il n'y a pas assez de parking. Et s'il doit dormir ou bien quelque chose, quand il quitte à l'RD, il te faut jusqu'à Kara. Oui, non, c'est impeccable. C'est bon. Il n'y a pas assez de... Non. La route est bon. En tout cas, nous, chez nous, c'est la fête. Vraiment, on remercie le président Messé, Fort et Assumé au siège là. Vraiment, nous, on n'a jamais pensé qu'on va trouver la route comme ça facilement. Vraiment, où on est comme ça, moi je vais au Mali. Moi je vois qu'elle est déjà arrivée. Pour mettre les usagers à contribution dans la construction et l'entretien des routes, 2 postes de péage ont été ouverts sur ces voies de contournement. L'un à la sortie nord de la limite et l'autre à la sortie sud de Défalé. Les tarifs sont en fonction des catégories de véhicules et sont compris entre 300 et 2000 francs CFA. La tâche revient donc aux conducteurs de bien utiliser ces voies mises à leur disposition, mais surtout de respecter le code de la route. Grâce aux mesures imposées par les forces de sécurité, le taux d'accident baisse considérablement. Les syndicats des transporteurs vont entamer une tournée d'évaluation à travers le pays pour jauger les résultats obtenus à partir des diverses campagnes de sensibilisation menées. Robert Kwatogbe, Carmen Mandji Akapo. De janvier à novembre 2014, on a enregistré sur la route togolaise 4
contre 1943 cas d'accident, 524 morts et 1338 blessés. Mais avec la sensibilisation des syndicats routiers, on est passé de 316 morts au premier trimestre de l'an dernier à 71 morts 3 mois plus tard. Après 8 mois de sensibilisation, l'Union nationale des transporteurs routiers du Togo, UNATROT, et l'Union des syndicats des conducteurs routiers du Togo, UCICOT, entreprennent une semaine de tournée d'évaluation. Il faut revoir et essayer d'évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut sensibiliser, faire sensibiliser les conducteurs et les transporteurs l'intérêt que nous avons en respectant le règlement 14 sur le poids. L'année 2014 décrétée par le chef de l'État, Fauriso Zinanga Singbe, année de la sécurité routière, a apporté de nombreuses réformes dans le secteur des transports au profit des conducteurs. L'impôt sur le revenu des transporteurs routiers a été revu à la baisse. Aujourd'hui, nous avons le guichet unique au transport routier. Le gouvernement a encore accepté et a autorisé les transporteurs et conducteurs à composer leur dossier de permis de conduire avec une carte de lecteur. Les transporteurs et conducteurs seront de nouveau imprégnés du code de la route qui réglemente la circulation au Togo. Le port du casque, de la ceinture au volant et le respect des feux tricolores font partie de ces précautions à prendre. La tournée prendra fin à Kara après les étapes de Palimé, Atakpamé, Sokodé et Dapamé. On s'intéresse au secteur de l'éducation à présent. 101 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe octroyée cette année par l'État au ministère des enseignements primaires et secondaires pour renforcer les acquis déjà existants et opérer de nombreuses innovations destinées à moderniser le système d'enseignement au Togo. Des filles qui éprouvent de plus en plus d'engouement pour l'école et qui en arrivent même à exceller plus que les garçons, comme ce fut le cas à maintes reprises aux divers examens. C'est l'une des avancées majeures qui caractérise aujourd'hui le secteur de l'éducation au Togo. C'est grâce à une politique instaurée pour renforcer l'accès et l'équité au niveau du système éducatif. Autre progrès enregistré, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, tant dans les écoles publiques que privées, le renforcement de la gouvernance et la construction des infrastructures. Nous avons pu construire globalement près de 1000 salles de classe, près de, disons exactement 875 salles de classe. Et sur ces 800, nous avons près de 740 qui sont construits sur le budget du PERI 1, le projet PERI 1 que nous avons animé, c'est-à-dire le projet de renforcement des capacités. Ensuite, nous avons essayé sur le budget national de réparer près de 322 salles de classe. Et puis, nous avons aussi, toujours dans le cadre de l'amélioration, nous avons reconnu près de 75 écoles d'initiative locale, près de 25 CEG d'initiative locale qui sont devenus des établissements publics. Et puis, nous avons aussi construit 6 collèges et 2 lycées. La construction des 3 nouvelles ENI, les écoles normales d'instituteurs, qui viennent s'ajouter aux 3 existantes. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire une ENI par région. La modernisation des infrastructures s'accompagne des actions menées pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. 5000 nouveaux enseignants ont été recrutés en 2014, en plus de 500 autres pour les collèges, plus également 1505 autres dont la plupart proviennent des ENI. Bien entendu, les mesures de stimulation demeurent, prime d'incitation à la fonction enseignante, prime de bibliothèque et de rentrée, création d'une coopérative et bientôt un statut particulier. Aujourd'hui, à force d'échanges, de discussions, d'efforts consentis de part et d'autre, nous sommes arrivés à une bonne entente avec le corps enseignant. Je souhaite tout simplement que dans le cadre de cette année 2015, qui est une année assez difficile du point de vue électoral, puisque c'est une année électorale, je voudrais tout simplement inviter les enseignants à ce que nous puissions continuer de dialoguer et de trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Cette année, le ministère dispose d'un budget de 101 milliards de francs CFA pour renforcer tout le dispositif d'innovation mis en œuvre. 101 milliards, vous savez, ça voudra dire quoi? C'est une bonne partie qui sera absorbée par les
les salaires et les primes actuellement en cours. Et nous envisageons cette année aussi faire mieux que l'année passée. Nous envisageons de construire plus de 1000 à 1500 salles de classe. Il s'agit de salles de classe équipées. Beaucoup d'autres initiatives sont également prévues cette année pour moderniser davantage l'ensemble du système éducatif, comme l'introduction de l'éducation civique et morale en tant que matière obligatoire, les cantines scolaires, le renforcement de l'éducation inclusive au profit des élèves souffrant de handicap, la pérennisation de la gratuité. D'ailleurs, les programmes d'enseignement général depuis le préscolaire jusqu'au lycée seront revus pour les réajuster en amont au système d'enseignement supérieur pour prévenir très tôt les difficultés d'adaptation liées au système LMD. L'Institut franco-togolais de communication et de coaching a organisé samedi à l'Agora Senghor-de-Lomé une formation sur le développement personnel dont le thème est « Aller à la rencontre de son destin ». À travers cette formation, l'initiateur veut amener les participants à se découvrir et à gagner en énergie afin de s'offrir de meilleures perspectives. Votre puissance intérieure. C'est autour de ce thème motivateur et révélateur que l'oratrice Mélanie Amaouzou a réuni un auditoire visiblement attentif qui veut amorcer la nouvelle année avec des aptitudes et attitudes indispensables à sa prospérité. L'effet de levier, la gestion du temps, l'alimentation sont quelques notions évoquées. Nous avons tous en nous des potentialités, mais on s'ignore. Si on arrivait à développer ces potentialités, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons dans la vie. Très important d'entretenir son corps. Il y a certains aliments que nous devons éviter, parce qu'il y a de ces genres d'aliments qui ne vous donnent pas d'énergie. Oui, donc nous devons éviter non seulement les essais à table, nous devons limiter la consommation des viandes rouges, c'est des conseils que j'ai donnés. Nous devons également éviter les boissons alcoolisées. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, c'est les lois du succès qui sont enfin dévoilées. Les enseignements de cette session ont été reproduits sur un support audiovisuel afin de permettre aux populations de bénéficier des richesses de cet enseignement. Un tour au marché de l'art à Lomé, les œuvres exposées sont à la fois ingénieuses et diversifiées, preuve que les artisans du pays ont du talent, même si leurs activités sont en légère récession après les périodes de fête. C'est un reportage des étudiants de l'ISICA. Ce n'est certainement pas le jour des affluences au marché des arts de Lomé. Il y règne un calme relatif et pour cause, nous sommes au lendemain de la période des fêtes, donc des cadeaux. À cela s'ajoutent d'autres pesanteurs qui rendent un peu difficile les affaires en ce début du mois de janvier. Actuellement, le marché est très calme. Depuis que la maladie Ebola a annoncé sur les ondes, tous les blancs qui ont l'habitude de venir vers nous ici ont peur. Pourtant, ce marché est un endroit idéal pour acheter des souvenirs et le client avisé peut y découvrir des articles de valeur. Tableaux, peints, statuettes, objets sculptés, masques, marionnettes sont quelques-unes des œuvres que proposent les artistes. Malgré cette mi-vente, les artisans restent toujours motivés et optimistes. Je suis dans ce domaine parce que c'est un héritage familial. Comme depuis à bas âge, je savais faire, donc j'ai milité pour ce secteur qui me passionne tant et c'est pour ça que je suis dans ce secteur en sculptant et en faisant des tableaux et maintenant je suis marchand d'art en exposant tous mes produits. Ça marchait bien et tu peux gagner aussi dedans et faire tout ce que tu veux. Mais maintenant bon, je suis intégré dedans mais je vois que ça ne marche pas. Mais de temps en temps, il y a les clients qui viennent sur le fond, bon, je ne sais pas. Cette activité va en dents de scie selon les périodes. Malgré ces difficultés, les sculpteurs et artisans arrivent à tirer leur épingle du jeu et vivent de leur art. Le panafricain a toujours de la valeur malgré l'influence des autres cultures. La preuve, beaucoup de stylistes africains émergent par leur talent et leur créativité. C'est ce que nous allons découvrir à travers ce sujet comme proposent encore les étudiants de l'ESICA. L'importance du pagne n'est plus à démontrer en Afrique, même si on ne lui accorde plus autant de valeur. Pour relancer l'engouement autour du pagne auprès des populations, les stylistes modernisent les nouvelles confections par des styles variés et assez innovants.
Très souvent, on voit les gens porter des mawas, toujours les chemises. Et puis, ça fait que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas trop porter le pagne. Donc, moi, j'essaie de faire les styles un peu européens. Par exemple, ce que j'ai porté, c'est pas une chemise, c'est quelque chose qu'on peut porter pour aller en boîte, etc. Donc, j'essaie de mélanger un peu l'Occident avec l'Afrique. C'est ça qui fait que j'arrive à avoir cette clientèle. Malgré l'influence des tenues occidentales, beaucoup de contemporains restent attachés au pagne. Bien sûr, j'apprécie, parce que c'est un bon styliste. Il crée les modèles et puis il nous appelle de venir voir si ça nous plaît et puis on essaie. Si c'est bien, on paye. Pour la femme togolaise, le pagne reste d'actualité et valorise la culture africaine. J'ai choisi le pagne parce que le pagne honore une femme africaine. De notoriété publique, le port du pagne reste l'une des valeurs incommensurables de la culture africaine, une source d'inspiration et de créativité pour de nombreux stylistes. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Marée humaine ce dimanche à Paris, plus d'1 million de personnes ont rendu hommage aux victimes des tueries de cette semaine. Le président Faure Gnassingbé y a pris part aux côtés de ses pairs du monde entier. À Lomé, l'opération de soins médicaux gratuits organisée par l'école du service de santé des armées se poursuit. De nombreux patients sont traités, opérés et pris en charge gratuitement.